Bien, eh bien, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Dominique Friedman, Steve Krief, Dominique Friedman. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Bonjour Lise, ravi. Alors, bah oui, moi aussi. Donc voilà, c'est le deuxième épisode, entre guillemets, de notre nouvelle émission. Avec vous, on voyage dans toute l'Europe, on vous en remercie. Et aujourd'hui, on va commencer par parler de Vienne. Alors Vienne, Dominique Friedman y était il n'y a pas longtemps. Il va nous parler de l'actualité, de ce qu'il y a à voir à Vienne en général. Et ensuite, Steve nous parlera plutôt du côté un peu juif. Oui. Dominique. Voilà. Juste, il y a beaucoup de choses à voir à Vienne, de la cathédrale Saint-Étienne jusqu'à la Hofburg impériale, passant par le château baroque de Schönbrunn, tout le monde a entendu parler. Oui. L'architecture contemporaine, les musées passionnants, des magnifiques bâtiments de style baroque, à l'architecture contemporaine, sans oublier l'Arche d'Or de l'Art Nouveau. Il y a plus de 100 musées dans la capitale autrichienne, et je vais vous parler uniquement de quelques-uns. Voilà. Alors d'abord, je voudrais vous parler du quartier des musées. Quartier des musées qu'on appelle MQ, qui compte parmi les plus grands centres culturels au monde. Le musée est situé dans les anciennes écuries de la cour impériale, et il accueille sur 60 000 mètres carrés des lieux voués aux disciplines artistiques les plus diverses. Il y a aussi des restaurants, des cafés, des boutiques, et ça se présente comme une sorte de mosaïque postmoderne de bâtiments baroques et d'architecture contemporaine. Ensuite, le complexe de la Hofburg. C'est-à-dire ? Durant 7 siècles, la Hofburg fut le centre du pouvoir des Habsbourg. La chapelle gothique dans laquelle les petits chanteurs de Vienne viennent chanter lors de la messe dominicale rappelle encore le château médiéval. Et au beau milieu du complexe historique, on peut encore admirer le faste dont s'entourait l'ancienne famille impériale au quotidien, à l'occasion d'une visite de leur appartement privé et des salles d'apparat. Et de nombreux musées et collections qui illustrent le sens artistique de l'empereur. Aujourd'hui, la Hofburg abrite la résidence officielle du président, ainsi qu'un important centre de congrès et de collection d'art. Dans la Hofburg, je voudrais particulièrement vous parler du musée qui se consacre à Sissi, l'impératrice. Oui, bien sûr, la fameuse Sissi, si joliment incarnée. Vienne, c'est Romy Schneider aussi. Voilà, exactement. Le musée se consacre à Sissi dans ses anciens appartements et aborde de façon authentique la vie de la célèbre impératrice, au-delà des clichés habituels. La vie privée de Sissi est au centre de l'exposition. De l'insouciance de sa jeunesse bavaroise à son assassinat, triste moment, à Genève en 1898, en passant par ses fiançailles inattendues avec l'empereur d'Autriche, le musée retrace toute la vie mouvementée de l'impératrice légendaire. Alors, vous l'avez vu, ce musée ? Fait, c'est un magnifique musée. Oui. Et surtout, il est intéressant parce qu'il parle vraiment de la vie privée d'Élisabeth. Sa rébellion contre le cérémonial de la cour, sa fuite dans le culte de la beauté, son obsession de la minceur. Oui, exact. Et ses performances sportives de haut niveau. Et aussi ses poèmes exaltés. Alors, pour en savoir plus, c'est vrai que c'est vraiment l'endroit où aller. Pour en savoir dans plus. La Hofburg, dans le complexe de la Hofburg, pour sortir du cliché de justement des films de Sissi qu'on a adorés, mais qui sont quand même très clichés. Exactement. Maintenant, je voudrais parler du château du Belvédère. Ah. Voilà, le Belvédère héberge l'une des plus importantes collections d'Autriche, et notamment les œuvres majeures de Gustav Klimt, Egon Schiele et Oskar Kokoschka, dont on peut voir d'ailleurs actuellement une rétrospective à Paris. Bien sûr, c'est sur 2 niveaux en plus le Belvédère. C'est en travaux actuellement, ils sont en train de rénover pas mal de choses. Mais donc on n'a pas accès à tous les jardins, mais on peut voir le musée sur 2 niveaux, dont celui du haut, où il y a les œuvres magnifiques effectivement de Klimt. Vous les avez vues ? Oui, j'ai eu vraiment ce plaisir. Il y en a une extraordinaire aussi qu'il n'a pas pu achever, qui s'appelle Amalia, qu'il faut absolument voir, où on voit la robe, il y a juste les dessins, mais en haut, toutes les couleurs de Klimt, notamment le jaune. Enfin, c'est une magnifique expo, comme vous dites, à voir des peintres contemporains autrichiens, en particulier Klimt. J'adore parce que vous le vivez, parce que vous y êtes allé, parce que vous connaissez, et c'est vrai que du coup, vos vibrations traversent l'antenne, messieurs. Alors pour moi, Klimt, c'est avant tout le baiser, qui est quand même célèbre dans le monde entier, qui représente Klimt et sa muse, Emilie Flöge, en couple d'amoureux. Le baiser est sans doute l'œuvre d'art la plus connue d'Autriche. Et tous les autres portraits de femmes de Klimt sont tout aussi impressionnants. On peut les trouver donc au musée du Belvédère.
Alors c'est important tout cela parce que ça fait beaucoup de choses à voir. Combien de temps il faut pour voir les principaux monuments, musées à Vienne? Il faudrait au moins 3 les longues journées. Mais oui, ce qui est bien, c'est c'est que c'est assez central. Donc la plupart se trouvent quand même dans le centre, le Belvédère un petit peu au sud, mais très sincèrement, on peut y aller à pied de l'un à l'autre. Oui. Donc 3 grosses bonnes journées. Ah oui, c'est bien. Dominique. Alors moi, j'aimerais maintenant vous parler, on a parlé de Klimt, justement, parler maintenant de la sécession, de l'Art nouveau à Vienne. Visiter Vienne, c'est aussi découvrir à presque chaque coin de rue les traces artistiques de ce mouvement du siècle dernier. Donc c'est l'avènement du Jugendstil, l'Art nouveau de Vienne, qu'on appelle aussi l'art sécessionniste. Et un bâtiment extraordinaire qui s'appelle la Sécession, qui est l'un des bâtiments, les édifices les plus célèbres du Jugendstil. C'est le premier hall d'exposition en Europe centrale à se vouer à l'art moderne. Et outre la Sécession, on trouve aussi d'autres constructions marquantes de Vienne. Les architectes Otto Wagner, Joseph Hoffmann, qui ont transformé la physionomie de la capitale autrichienne. Avec une vraie volonté d'indépendance. C'est ça qui est beau dans cette sécession, c'est pas juste un terme. C'est certains artistes qui en avaient marre un peu de pas être reconnus par les anciens et qui ont marqué, si on peut dire, leur territoire artistique. Bien sûr. Alors, on passe de l'art, de la peinture à l'opéra. Pas oublier que l'opéra de Vienne, c'est quand même très connu. L'un des meilleurs opéras du monde, avec une production d'un niveau exceptionnel et une programmation qui change pratiquement tous les jours. Dominique Friedman, vous avez vu quel spectacle? Alors, j'ai vu récemment un spectacle de Gustav Mahler, vraiment un concert de Gustav Mahler à Vienne. Juste pour parler de l'opéra, il y a environ 50 opéras et ballets qui sont interprétés donc chaque année. Et la saison 2022-2023 va être dédiée à Gustav Mahler. Elle est dédiée à Gustav Mahler. L'automne 2022 marque en effet le 125e anniversaire de sa prise de fonction à la tête de l'opéra. Toutes les nouvelles productions auront donc un lien avec ce directeur visionnaire. Alors, donc, c'est toutes ces choses à découvrir à Vienne. J'aimerais qu'on passe maintenant au côté juif de Vienne, peut-être, avec Steve Krief. Oui, alors là, côté juif aussi, la plupart des lieux se trouvent dans le centre-ville. Il y a d'abord la magnifique synagogue, le Stadttempel, qui est la seule d'époque encore, qui est la seule qui a survécu à la Shoah, parce que toutes les autres ont été détruites. Celle-ci, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été détruite? Parce qu'elle a été construite, comme souvent en Europe, et notamment de nombreuses synagogues en France, à l'intérieur. Parce que pendant longtemps, il y a une sorte de tolérance, mais on n'avait pas le droit de construire des synagogues voyantes. Donc elle est construite à l'intérieur de certains murs. Et lorsque les nazis sont arrivés, ils n'ont pas pu brûler l'édifice parce que sinon ça risquait de brûler tout le quartier, et notamment un lieu où ils avaient mis les archives juives, donc qui était dirigé par Eichmann, qui avait son bureau où se trouve aujourd'hui le centre communautaire, donc belle revanche de l'histoire. Très belle synagogue. Bravo. Et c'est vraiment une magnifique synagogue qu'on peut visiter. Alors là, il faut réserver aussi à l'avance. On peut pas débarquer comme ça. C'est pas une synagogue en activité. Alors il y a vraiment peu d'activités. Il y a certaines activités, mais pour les grandes fêtes, on va dire. Pour les grandes fêtes, pour les grandes samedis, pour les Shabbatot. Shabbat et les grandes fêtes. Voilà. Oui, Shabbat et les grandes c'est fêtes. donc en activité. En activité, voilà, mais pour les moments principaux, on va dire, du calendrier. Oui, bien sûr. Et c'est la seule, elle est magnifique à visiter. Alors, il y a pas mal d'anecdotes assez étonnantes, notamment un certain Richard Wagner, peu enclin à aimer le judaïsme, qui pourtant y allait pour écouter le Chazan, qu'il trouvait magnifique. Donc, il adorait sa voix, et donc il assistait aux offices pour écouter donc, Wagner. Oui, c'est surprenant. C'est assez dingue. Et donc, on peut voir pas mal de choses. Il y a une sorte de petit musée avant. Ils ont réussi à sauvegarder de nombreuses choses qui ont été brûlées d'autres synagogues, et c'est la seule synagogue d'époque. Aujourd'hui, la grande majorité des synagogues se trouvent au nord, donc à Leopoldstadt, dans ce qu'on appelle l'île aux Matzot. Et c'est là que se trouve donc l'île aux Matzot, ils ont pas Azim. Voilà, exactement, parce que la plupart des Juifs qui habitaient le centre-ville ont un moment dû habiter ailleurs, dans des terres qu'on estimait moins fertiles, moins bonnes et tout, donc ils ont été placés là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont recréé une sorte de communauté juive, et on retrouve 19 petites synagogues Stiebel dans des lieux un petit peu vétustes, mais avec des ambiances très mixtes. Il y a à la fois Ashkenaz, Séfarade, nombreuses tendances aussi orthodoxes, libéraux, il y a de tout. Et
Et d'ailleurs, le côté mixte aussi se retrouve un peu dans les plats. Donc, il faut faire attention aussi à certains restos cachers qui proposent un petit peu de tout. Donc, c'est pas évident. Si vous... Ah oui, ils disent qu'ils sont cachers, mais en fait, ils ne le sont pas vraiment. Mais comment dire, mais c'est un peu comme certains restos, si vous allez en France aussi, qui vous proposent trop de choses au menu, c'est un peu louche. Donc, le côté frais et bon est pas toujours garanti. Et, voilà. Alors, si vous mangez pas, entre guillemets, strictement cachère, il vaut mieux s'orienter plutôt vers, par exemple, le restaurant du musée juif. Qui est excellent. Donc, alors, ils ont développé plein de cuisines végétariennes, notamment des plats que vous avez même dans les restos, on va dire, viennois classiques, on vous propose, oui, nous avons également la shakshuka au menu. Donc, la shakshuka, c'est devenu un des plats viennois. C'est pas vrai. C'est une très belle adoption. Faut y aller, c'est ce que je pense. Voilà. Et le musée est vraiment magnifique, quoi. Alors justement, à propos du musée juif, donc c'est le musée juif de la Rotergasse qui donne un véritable aperçu du passé et du présent de la communauté juive à Vienne, avec une exposition permanente, des expositions temporaires passionnantes et un dépôt d'archives. Et dans ce musée, il y a à la fois cette volonté de montrer qu'il y a une vie viennoise très forte. Il y avait 200 000 juifs avant-guerre. Aujourd'hui, il n'y en a que 10 000. Mais 200 000. Donc, et on parle de cette vie-là. On parle aussi de la lente reconnaissance des crimes de la Shoah, mais qui est maintenant réelle, mais qui a été assez lente. Et donc, qui est vraiment pleinement reconnue aujourd'hui. Oui, quand même aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a notamment le musée de la Judenplatz avec le monument devant. Donc, il y a deux musées juifs, on va dire. Un qui parle plus du Moyen-Âge, à la Judenplatz, où il y a les vestiges d'une ancienne synagogue, et le musée de la Dorothee-Strasse, qui est, on va dire, plus complet, on va dire, sur l'histoire, on va dire, plutôt contemporaine. Bien avec sûr. ces expositions, notamment actuelles. Il y en a une extraordinaire, que si vous êtes dans les prochains jours encore à Vienne, allez la voir. C'est laquelle ? Ça s'appelle Love Me Kosher. Oui. Et donc, ça parle de la sexualité sous tous ses aspects. On voit plein de choupas différentes qui sont présentées, mais aussi des textes bibliques faisant référence à la sexualité qui sont mis sur des coussins. C'est assez drôle. Au lieu d'avoir des panneaux, mais des coussins, des oreillers avec dessus. Et notamment certains qui rappellent le devoir conjugal de satisfaire les désirs de sa femme. Voilà, ça on l'oublie un peu. C'est très important. Ouais. C'est très important. C'est vrai. Des œuvres aussi, on parle de Dr. Ruth qui est assez présente. C'est ce personnage iconique de conseillère en matière de sexualité aux États-Unis avec son gros accent yiddish et qui a vraiment révolutionné l'approche de la sexualité dans le judaïsme. Mais aussi une œuvre de Chagall à ce sujet, l'icône. Le rôle du chatran également. Bien sûr, le rôle du chatran, l'icône Heidi Lamar, et vraiment de très jolies photos aussi de mikvé, plein de belles choses à voir dans cette exposition. Et puis les questions contemporaines LGBTQ qui sont importantes Exactement. également. La reconnaissance LGBTQ, à la fois en Israël, mais aussi dans les communautés juives, cette perception de la sexualité qui avance vraiment très bien, avec courage et dignité. Voilà. Alors, on a parlé de sortir un peu du centre, notamment d'aller dans le quartier de Leopoldstadt, dans le quartier Matza. Moi, je voudrais parler de la Grande Roue du Prater, parce qu'on est juste à côté. Ah bah oui, le bien Prater sûr. est juste à côté. Donc, la Grande Roue du Prater de Vienne, c'est un des emblèmes de la ville. À 65 mètres de hauteur, vous avez une vue sur la ville qui a coupé le souffle. D'ailleurs, il existe une loi tacite pour tous les touristes. Si vous n'avez pas fait le tour de la Grande Roue, vous n'avez pas vraiment vu Vienne. C'est vrai. Dominique Friedman, Steve Kriev, Je rêve, où il est 10h48 et vous m'avez pas encore parlé de Freud. Oh allez-y, cher Dominique. Il y a quand même des traces de Freud à Vienne. Il y a des traces de Freud. Il y a d'abord un musée, en sachant que le mobilier de Freud est à Londres. Est à Londres, c'est une copie. Mais c'est justement... et le divan est à Londres. Le divan est à Londres. Mais on peut évoquer Freud aussi à travers les cafés viennois. Freud était un grand amateur des cafés de Vienne, où se trouvaient les artistes, les écrivains, les intellectuels. Donc, il utilisait ces établissements comme un deuxième salon. Donc, certains... Il recevait ses patients dans les cafés viennois. Non, il recevait pas les patients. Et leurs courriers. Et leurs courriers. Voilà, il recevait même les courriers. Et parmi les gens qui ont fréquenté, les personnalités qui ont fréquenté les cafés viennois, on peut citer Elias Canetti, on a parlé de Sigmund Freud, Oskar Kokoschka, Karl Kraus, Arthur Schnitzler, et bien d'autres. Donc aujourd'hui, cette ancienne culture des cafés viennois, on peut la revivre encore aujourd'hui. On y trouve des journaux du monde entier, des tables à billard, et surtout une grande variété de cafés
et de spécialités culinaires, surtout les fameux gâteaux viennois. Alors, je peux rapidement citer quelques cafés, hein, ils ont des noms très évocateurs. Le café Sperrel, le café Landmann, le Zahor Café, le café Central, le café Schassenberg, le café Mozart. Et moi, il y a un petit café qui a retenu mon attention, qui est le café Havelka, qui est un vieux café vraiment original, c'est pas un immense café avec les dorures, l'art nouveau, etc. C'est un petit lieu très très chaleureux qui se trouve juste à côté du musée d'ailleurs juif. Vraiment, allez-y. Et c'est alors redonnez-nous le nom. Havelka. Havelka. Et c'est extraordinaire et s'y retrouvait notamment des références on va dire plus contemporaines. Par exemple Falco, le chanteur de Rock Me Amadeus, de la pop music des années 80, il fêtait un soir son anniversaire avec Peter Ustinov, Andy Warhol. Donc c'est plein de et j'ai raté ça. Oui. Mais il y a des rencontres à réaliser encore et sûrement, bien sûr. Alors maintenant il nous reste très peu de temps, donc je voudrais qu'on parle de l'actualité des expos. Alors à Vienne, très vite une exposition Expresso enfin. Oui, dans justement le musée de la Judengasse, l'autre musée juif sur le Moyen-Âge, il y a cette exposition sur cette famille Weiss qui a apporté le café italien à Vienne. Donc c'est eux dans leur chaîne de café au début du 19e siècle, qui a eu un succès énorme, qui a après été entre guillemets arianisé après la guerre. Et pendant la guerre, ils n'ont pas su trop renouveler le concept, mais c'est extraordinaire de voir les photos d'époque, l'accueil des gens, l'originalité de ces cafés. J'aimerais qu'on parte à Londres. Viens, je t'emmène. Là, vous nous emmenez à Londres et sur une soirée dont j'ai entendu parler et à laquelle je ne pourrais malheureusement pas participer, les secrets de la scène yiddish de Londres. Oui, le 17 novembre. Si vous êtes à Londres, allez-y. Parce qu'il y a des rencontres étonnantes entre yiddish et Shakespeare. Donc, rien de voir ça sur scène, c'est merveilleux ce tutoiement. Et donc, il y aura aussi, ils vont aborder de nombreux sujets par rapport au théâtre yiddish depuis le XXe siècle, comment ça a permis aux populations de partager l'esprit britannique, ces rencontres-là. Vraiment, allez-y. Ça va être énorme et il va y avoir du Shakespeare en yiddish en plus, donc important. Et puis, il va y avoir le UK Jewish Film Festival. Voilà, alors qu'il y a un énorme festival qui va se dérouler pendant 10 jours. Donc UK, c'est United Kingdom, c'est la Grande-Bretagne. Tout à fait, Lise, vous avez bien raison de le préciser, parce que ça sera à travers vraiment la Grande-Bretagne, vraiment dans plein de petites villes organisées, cette rencontre avec les thématiques juives dans le cinéma, des choses très différentes, notamment Charlotte, là, qui sort chez nous maintenant, mais ou des films un peu plus vieux comme Adieu Monsieur Hoffman, et aussi un film sur l'humour juif. Qui a peur de l'humour juif? Donc ça, c'est un sujet très intéressant. Qui a peur de l'humour juif? Dominique, vous avez peur de l'humour juif? Non, Quand on a peur de soi et qu'on a peur de connaître les autres, on a peur de l'humour juif. Parce que c'est ça. Très intéressant. Donc, si on est à Londres, on en profite. Et puis, un concert de Keren Ann. Et du quatuor l'artiste extraordinaire Keren Ann, qui avait toutes ses influences à la fois françaises, hollandaises, israéliennes, qui mêle ça depuis longtemps sur scène, mais dans différents projets. Et là, avec un quatuor de musique classique, elle revisite son œuvre et la présente à Genève pour une très très belle soirée le 19 novembre à la salle du Lignon. Vous pouvez voir sur le site du SIG, de la communauté juive de Genève, pour vous renseigner. Si vous êtes là-bas, allez-y, vraiment. Et puis, toujours à Genève. Un autre événement organisé par le SIG et aussi la communauté libérale de Genève, autour du cinéma, comme en Angleterre. C'est-à-dire, si vous êtes du 10 au 20 novembre en Angleterre, allez-y là-bas. Si vous êtes du 22-27 à Genève, allez plutôt. On n'arrête pas, qu'est-ce qu'on voyage avec vous? On voyage. Donc on vous emmène, on continue à vous emmener, voir tous ces films, avec notamment de nombreuses œuvres, dont une réalisée par l'immense acteur israélien Lior Ashkenazi. Et puis, de Genève, on part à Cracovie avec l'exposition Helena Rubinstein, First Lady of Beauty. Voilà, on parlait tout à l'heure de Romy, de femme Eddie de Lamar, la beauté. Helena Rubinstein, donc vraiment c'est une ode à toutes ces grandes femmes indépendantes, courageuses, fortes, comme Helena Rubinstein, qui est née près de Cracovie à Podgorsk, qui a créé en Australie sa marque, qui est devenue après un empire en Europe, aux États-Unis. Et donc c'est plein de vieilles photos, on entend sa voix aussi sur une publicité de 1929. C'est vraiment une expo magnifique à Cracovie. Et puis son histoire de vie est parue en français. Je vous invite à la retrouver. C'est juste passionnant. Prague. Alors, Prague, musique classique, ils en font souvent à la synagogue Meisel, des concerts de musique classique. Allez-y, là aussi, il y en a un le 15 décembre où ils revisitent la musique italienne. Donc, et puis Ferrare, parce que l'émission va se terminer. Pour finir, justement, Sous le même ciel, tous ensemble, c'est le nom de cette expo à Ferrare qui permet d'approcher la question de Sukkot et la manière de célébrer la nature. Dominique, on part à Vienne?
On part à Vienne, bien sûr. On vous emmène. On nous emmène. Ah ouais, On vous avec emmène à plaisir. Vienne, bien sûr. Alors, je rappelle quand même, Dominique, c'est l'agence 7,5 et Steve, c'est J-Guide Europe. Voilà, vous pouvez retrouver notre site J-Guide Europe. Voilà. Et Dominique, on vous retrouve sur l'agence 7,5. Exactement. Et puis, je rappelle que vous êtes responsable des Journées européennes de la culture juive pour Paris, région parisienne. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et à très vite sur Radio J pour un nouveau voyage. Merci. Merci À de votre bientôt. accueil. À bientôt.